À la une de l'actualité ce soir, pour les 30 ans du Tour international cycliste du Faso, un coup de pédale pour célébrer l'événement. Et pour cette compétition, c'est Yacouba Yaméogo de l'Asfanyenega qui est le grand vainqueur. Plus d'une centaine de coureurs étaient sur la ligne de départ. Les temps forts de la course dans ce journal. Et dans ce journal, les nouvelles de la campagne agricole dans la région des Hauts-Bassins et dans la région du Sahel. Malgré un début difficile, la campagne semble satisfaisante dans ces régions. Selon les services de l'agriculture dans ces régions, les prévisions sont en passe d'être atteintes et même dépassées. C'est demain la rentrée officielle des classes au Burkina. Et bonne nouvelle cette année, la journée continue de travail est suspendue pour les établissements primaires et secondaires. L'application de la journée de travail continue après un an n'a pas donné les résultats espérés. Une suspension saluée par les enseignants, mais pour le ministère de l'Éducation, on se garde de parler d'une suspension, d'une décision définitive. Vous le verrez dans cette édition. En Espagne, la police a été sans pitié pour les Catalans qui votaient ce dimanche pour leur indépendance. Au moins 92 personnes ont été blessées dans leur heure quand la police a voulu empêcher le déroulement d'un référendum sur l'indépendance en Catalogne, ont annoncé les services de santé de la région. Mais une violence qui n'a pas empêché le vote. C'est un échec de Maria Runa Roy. La réponse à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Parce que les Burkinabés aiment le vélo, la petite reine est naturellement un sport populaire. Ce dimanche, pour la première édition du coup de pédale du président du Faso, le public était au rendez-vous, le spectacle aussi. 122 coureurs issus de 35 clubs du pays étaient sur la ligne de départ pour disputer cette course dont le coup d'envoi a été donné par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est Yacouba Yaméogo de l'Asfa qui est le grand vainqueur de cette compétition. Les temps forts avec Kalfa Ouattara. Son nom est désormais inscrit en lettres d'or dans les annales du coup de pédale. Yacouba Yaméogo, coureur de l'Asfa Group Fadoul, est le vainqueur de la première édition de cette compétition cycliste, voulue par le président du Faso. Et il peut recevoir fièrement le grand trophée des mains du donateur, le président Roch-Marc Christian Kaboré himself. Ils étaient 122 coureurs à se lancer sur le circuit de 4 km 400, à couvrir 18 fois, soit 79 km 200 à parcourir. Après 5 tours, le rythme est insoutenable. 50 coureurs abandonnent. La vitesse moyenne est de 39 859 km/h. Paul Douma de l'ASIFA mène les débats. L'écart est de 37 secondes. Derrière, le peloton organise la chasse. À 2 tours de l'arrivée finale, le peloton fait son retard. C'est au sprint que se dispute l'arrivée finale. Sur l'épreuve, Yacouba Yaméogo se montre le plus rapide. Il s'impose en 1 h 59 minutes 53 secondes, soit une vitesse moyenne de 39 638 km/h. Il est suivi de Daniel Cabré de l'USFA et de Abdoulaye Sokondo de Tanalyse. À quelques jours du 30e tour du Faso, cette course a permis une revue de troupes des coureurs burkinabés. Sans transition, je reçois Lassina Sawadgo du service des sports pour Dimanche Sport. Lassina, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on parle de cyclisme. Oui. On parle également de pétanque. Oui. De sport équestre et également de football. Tout à fait. Mais d'abord le cyclisme avec ce coup de pédale du président du Faso. Oui, ce coup de pédale du président du Faso qui a regroupé du beau monde sur le boulevard Charles de Gaulle, le boulevard donc de cyclisme burkinabé. Vous l'avez dit, une centaine de coureurs de 35 clubs étaient donc sur la ligne de départ et c'est Yacouba Yaméogo de l'Asfa Group Fadoul qui empoche la bagatelle somme de 1 million de francs CFA qui a été donc mis en jeu. Ils étaient 10 à être récompensés pour cette course. La vitesse moyenne Fousseni autour de 39 600 km/h. C'est de bon augure, hein, comme Khalifa l'a dit pour le prochain tour du Faso qui commence le 27 octobre pour se terminer donc le 8 novembre avec 15 équipes sur la ligne de départ à partir du 27, des équipes qui viennent des pays du continent africain et puis aussi des équipes qui viennent de l'Europe. En tout cas, une belle édition en perspective pour le Tour du Faso. Vous savez, hein, c'est la 30e édition cette année. C'est une édition qui sera marquée hein, du saut quand même, d'un saut assez particulier, Fousseni, parce que 30 éditions, c'est vraiment beaucoup et c'est un Tour du Faso qui montre sa régularité. Le Tour sur le continent africain qui, à l'exception du Tour annulé pour cause d'Ebola, n'a jamais fait faux bond au cyclisme burkinabé. Et cela, c'est à saluer.
Une façon également de prouver l'amour des Burkinabés pour la petite reine. Oui, et le président du Faso l'a montré. Il a d'ailleurs promis d'aider donc le cyclisme burkinabé. Il y a 6 coureurs burkinabés qui sont en formation en Europe actuellement pour préparer d'ailleurs le Tour du Faso. C'est les cadres qui n'étaient pas là donc sur le boulevard Charles de Gaulle. Il s'agit de 6 coureurs. Yarbanga, Salif, Abdulaziz, Nikema, Sorgo, Mathias et Salfo Bikenga. Ils seront de retour donc pour prendre le premier coup de pédale donc du Tour du Faso 2017. On va passer au sport équestre si tu le permets. Le sport équestre qui était donc dans son championnat sur l'hippodrome de Hamdallaye, ils étaient 10 partants au départ, 2800 mètres à parcourir. Et puis le vainqueur, Fousseni, il s'appelle Mokhtar Dermé. Le nom Dermé, c'est le nom pratiquement du cheval au Burkina. Le cheval s'appelle Imam et le jeune Mokhtar empoche la bagatelle somme de 1 million de francs CFA pour donc avoir gagné cette course. Il y avait 4 courses, mais la plus grande des courses là, c'est celle que nous vous présentons actuellement sur l'écran. 1 million de francs CFA donc à la clé pour Mokhtar Dermé. Son cheval s'appelle Imam. Du sport équestre, nous passons à la pétanque. La pétanque aussi qui a connu son dénouement pour le championnat cet après-midi avec la 5e fois consécutive, Fousseni, la Sonapos qui monte sur la plus haute marche du podium de la pétanque au Burkina Faso. La Sonapos a battu Wendiam sur le score sans appel de 13-0. 5 éditions déjà que la Sonapos montre ses muscles dans la pétanque au Burkina. Vous l'avez dit, c'est un sport des personnes qui prennent beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Après la pétanque, place donc au football. Au football, et puis on va parler de la Coupe de la Ligue Fousseni. La Coupe de la Ligue qui est à sa 4e journée aujourd'hui. USFA Salita sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Victoire des militaires sur le score de 1-0. But marqué par Zoani Tidiane à la 56e minute sur une passe de Bambara. On peut donc revoir cela, c'est les enfants de Mousso Ouedraogo, comme on les appelle, de l'Union sportive des forces armées, qui sont en train de se préparer pour la reprise du championnat prévu pour le 21 octobre prochain. Du football, on va rester dans le football pour parler maintenant de l'Union sportive de Ouagadougou, l'USO, qui était donc en assemblée générale ce matin à Ouagadougou. Objectif, renouveler les cadres. Et ce monsieur que vous voyez à l'écran s'appelle Yeta Ber Bruno. C'est lui qui a désormais la charge de la section football de l'Union sportive de Ouagadougou. Son PCA s'appelle Ambroise Ouedraogo. L'USO qui a terminé 9e la saison dernière et qui a besoin donc de rebondir. L'USO qu'on appelle désormais le club millionnaire parce que soutenu par un sponsor assez costaud. On va terminer par les échos de nos étalons Fousseni qui sont du côté de l'Afrique du Sud, alors qu'on voit encore les images de l'USO qui passe à l'écran, l'USO avec Bruno Oueta et Joseph Zangranogo, bien connu ancien secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. On aperçoit aussi Laurent Blaise Kaboré, l'ancien ministre des Sports du Burkina Faso. On va donc quitter l'USO pour parler des étalons. On attend donc qu'on nous ramène les images. Les étalons Fousseni, on le rappelle, qui sont en stage depuis quelques jours maintenant en Afrique du Sud. Objectif, préparer le match du 7 octobre prochain face au Bafana. Bafana, vous savez que c'est un match très décisif dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde après ce qu'on a vécu. On peut revenir sur le studio, s'il vous plaît. On peut le dire. Régie, oui, on peut le dire. Il y a une information qui concerne les étalons, c'est la blessure de Yacouba Koulibaly qu'on appelle le guerrier. Il s'est blessé en entraînement et il est remplacé par Patrick Malo, voilà, qui remplace Yacouba Koulibaly. Les joueurs donc qui sont présents du côté de l'Afrique du Sud déjà, on a Banou Diawara d'ailleurs, qui est déjà arrivé du côté de Paolo Duarte. Le gros du lot va arriver à partir d'aujourd'hui, surtout demain, et le SAI va commencer mardi. Voici ce qu'on pouvait dire pour Dimanche Sport. Rendez-vous pour parler de tous ces pros-là qui ont eu un bon week-end Fousseni dans leurs clubs respectifs demain avec Eco des Pros et puis bien sûr le déroulement, le développement de toutes ces actualités-là, c'est dans le magazine des sports demain à partir de 21h. Donc on prend rendez-vous pour demain. Le rendez-vous est pris, tout à fait, 21h demain, tout à fait, oui. Merci à vous, Lassina, d'être passé pour toutes ces informations. La suite de ce journal, un mot de politique avec le groupe parlementaire Burkindlim qui tient à préserver le vivre ensemble au Burkina Faso. À l'occasion de ces deuxièmes journées parlementaires à Bobo-Dioulasso, les députés du groupe ouvrent le débat sur les conflits intercommunautaires
comme les défis actuels à la cohésion sociale dans le pays. Marthe Zerbou, Kadourou Menki, sur place à Bobo pour les détails. Le groupe parlementaire Bourkindlim ouvre ses deuxièmes journées parlementaires de l'année 2017 sur la thématique des conflits intercommunautaires, défis de la cohésion nationale au Burkina Faso. Il y a chaque fois des conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi des conflits de terre, mais qui sont liés au fait que les uns pensent qu'ils sont autochtones et que les autres sont des étrangers. Mais il y a aussi le fait politique même, souvent qui est à l'origine de ces conflits intercommunautaires, qui créent des divisions au sein de la population. Ces deuxièmes journées parlementaires se déroulent dans la ville de Sia, une ville qui, selon le groupe, doit bénéficier d'un regard bienveillant du gouvernement. Au-delà des efforts qui sont en train d'être faits, que Bobo Dioulasso reste notre capitale économique et que le gouvernement doit en faire plus. Et nous avons dit aussi, nous sommes à Bobo Dioulasso parce que Bobo Dioulasso, c'est chez nous. Tous fils et filles de la même nation, avec comme souci commun l'intérêt général des populations. C'est à ce titre que les groupes parlementaires Paix, Justice et Réconciliation nationale, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'Union pour le progrès et le changement, le Mouvement du peuple pour le progrès et l'Alliance des partis de la majorité sont venus accompagner et soutenir les travaux de ces deuxièmes journées parlementaires du groupe Bourkindlim. Après sa rentrée politique ce 30 septembre, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, lance une série de formations pour ses militants. L'ex-parti au pouvoir commence avec la formation de ses conseillers municipaux. Il s'agit de les rappeler la responsabilité d'élu local. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré. Pour consolider la démocratie et la gouvernance locale, le groupe municipal du Congrès pour la démocratie et le progrès de Ouagadougou forme les conseillers municipaux. Des conseillers venus de la ville de Ouagadougou et de la province de Loubri-Tenga. La formation porte sur la responsabilité des élus municipaux au sein de leur collectivité. Il s'agit de leur donner les rudiments nécessaires pour mieux exercer leur mandat. Pour nous, la formation est un droit pour les élus. Et le communicateur va permettre aux conseillers de savoir quel est leur rôle au niveau de la société, au niveau en tant que représentant des électeurs. Par ailleurs, nous avons demandé au parti aussi de nous donner, de nous faire une communication sur le rôle et la place du conseiller dans le parti. Il y a eu un renouvellement au niveau des conseillers. Beaucoup n'ont pas côtoyé le parti, donc il faut qu'ils connaissent quelles sont les attentes du parti vis-à-vis des conseillers municipaux. C'est ma première fois de lui être conseiller municipal, et donc je suis très fier de venir pour savoir quel est le rôle d'un conseiller, qu'est-ce que le conseiller doit faire, qu'est-ce que le conseiller doit travailler à être élu. Cette formation devrait alors leur permettre d'établir un mécanisme de concertation pour mieux défendre les idéaux du CDP. La rencontre a connu la participation d'une délégation de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Face à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, le réseau Dignité, une organisation de la société civile, appelle à une cohésion de tous les Burkinabés. Les responsables du réseau, devant la presse ce samedi, ont insisté sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour venir à bout de cette hydre qu'est le terrorisme. Explication avec Nongba Kouda et Bouma Ernest Nibié. Le réseau Dignité donne aux hommes de médias sa lecture de la situation nationale. Selon le réseau, le Burkina subit actuellement des attaques terroristes, des actes barbares qu'il condamne avec fermeté. Il fustige par ailleurs le comportement de certaines OSC qui ne favorisent pas la lutte contre ce fléau. Des structures de la société civile qui se sont réveillées et ont un langage au plan national. Vous avez même vu qu'on a dit d'ouvrir notre corridor nord aux narcotrafiquants. Et l'un dans l'autre, nous disons, les Burkinabés, les patriotes vont se tenir debout pour réaffirmer notre engagement vis-à-vis de notre patrie,
que ceux-là qui vont aller en coalition avec ces cellules terroristes pour désestabiliser le Burkina auront une fois de plus ce peuple-là debout devant eux et nous n'allons pas nous laisser faire. Après avoir présenté leurs condoléances aux familles endeuillées par ces actes terroristes, Seni Sama et ses camarades invitent à tous les Burkinabés à s'impliquer à fond dans la lutte contre le terrorisme. Il faudrait que nous-mêmes, au sein de notre nation, nous puissions être ensemble, nous puissions nous rassembler, faire front contre ça. Et il va falloir une collaboration franche des citoyens burkinabés à côté de nos forces de défense et de sécurité. Donc on demande aux gens d'être proactifs, on demande encore à l'État d'étoffer nos forces de défense et de sécurité en matériel. Le réseau d'unité s'est aussi prononcé sur la réconciliation nationale. Pour le réseau, il sera difficile de parler d'une réconciliation nationale réussie sans une justice équitable au préalable. Dans l'actualité ce soir, les nouvelles de la campagne agricole dans la région des Hauts-Bassins. Malgré un début difficile, la campagne semble satisfaisante dans la région. Selon les services de l'agriculture, les prévisions sont en passe d'être atteintes et même dépassées. Le point avec Bilidou Bazongo, Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Campagne agricole unie 2017-2018 dans les Hauts-Bassins. Actuellement, la plupart des plants sont au stade de maturation. Pour d'autres, la récolte peut même commencer. À la direction régionale de l'agriculture, les techniciens suivent de près l'évolution de cette campagne. Au niveau de la région des Hauts-Bassins, c'est un peu la fin aussi des cycles pour le maïs, pour le niébé et le coton aussi qui arrive pratiquement vers la fin de son cycle. Et ce sont les récoltes pour certaines cultures. Et en l'occurrence le maïs, un début mais qui va se renforcer au fur et à mesure que nous allons avancer. Pour les techniciens en charge de l'agriculture des Hauts-Bassins, la campagne en cours n'a pas été sans difficulté. Ce que nous avons eu comme difficulté, c'est quoi? C'est la chenille légionnaire qui vraiment à l'échelle, qui était à l'échelle du pays, et aussi la région des Hauts-Bassins n'était pas en reste parce que nous avons aussi connu cette difficulté-là. Et en plus de ça, bon, nous avons eu au niveau de la pluviométrie des poches de sécheresse ou des épisodes de sécheresse aussi. Malgré ces difficultés, les techniciens se disent satisfaits de la campagne agricole en cours dans la région des Hauts-Bassins. Au niveau de ce que nous devons mener comme activité, bon, là nous avons pu atteindre. Maintenant, la performance de la campagne, ça c'est aussi un autre objectif. Et à ce niveau, bon, et avec ce que nous disons, à des endroits nous sommes satisfaits, à d'autres endroits pas, mais tout dans l'ensemble, nous pensons que nous avons atteint les objectifs pour cette campagne agricole. Pour cette campagne agricole 2017-2018, les Hauts-Bassins attendent une production de plus de 900 000 tonnes de céréales. Quant au coton, la principale culture des rangs de la région, la production attendue est estimée à 285 933 tonnes. Même espoir dans la région du Sahel. En attendant un bilan définitif, le sourire est au rendez-vous chez les producteurs comme chez les techniciens de l'agriculture. Ici, on loue beaucoup les résultats de l'utilisation des semences améliorées. Sédouzon, sur place à Dori. La campagne agricole est assez bien cette année dans la région du Sahel. C'est le bilan que dresse déjà la direction régionale en charge de l'agriculture. En attendant le bilan définitif, un tour dans les champs nous permet de le constater. Nous sommes dans un champ de petits milles à Djomga, à quelques encablures de Dori, prêts à être récoltés. C'est une variété précoce de 80 jours. Actuellement, vous remarquez que c'est presque à maturité. Le stade de ce mille, on peut dire que c'est au stade grain dur. C'est après ce stade-là maintenant qu'on va parler de maturité où il peut récolter. Donc on espère que d'ici 2 semaines, il pourra récolter son mil, même s'il ne pleut pas. Ce champ appartient à Amédou Diko. Selon ce producteur, avec la pluviométrie capricieuse au Sahel, n'eût été la variété améliorée, il n'allait rien récolter. Il a dit il est content. Parce que malgré les retards là, il a eu quelque chose pour donner à sa famille. Mais si c'était notre semence locale là,
lui-même, ils savent qu'il ne va rien récolter cette année. Si on veut comparer à la campagne passée, il faut se dire que si on prend le Soum, on prend le Yara, la campagne est relativement meilleure que la campagne précédente. Et même au niveau du Doudada, sauf au niveau du Siono, où certaines localités, qu'on constate qu'effectivement ces postes de sécheresse ont eu un impact négatif sur les plantes. La région du Sahel connaît cette année encore les attaques des oiseaux granivores. 3 provinces de la région sont concernées, à savoir le Séno, le Soum et l'Oudalan. Les techniciens de l'agriculture assurent que pour le moment les dégâts sont minimes, mais qu'un dispositif de riposte est déjà en place. Nous avons déployé des équipes dans ces 3 provinces pour pouvoir en tout cas combattre ces oiseaux. Et comme je l'ai dit, pour les combattre, il faut d'abord identifier les dortoirs. Notre difficulté actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les dortoirs pour pouvoir procéder au traitement chimique. À la question de savoir si les prévisions de 350 000 tonnes de céréales annoncées en cette début de campagne seront atteintes, la direction régionale de l'agriculture répond qu'il est difficile de l'affirmer pour le moment sans les résultats de l'enquête agricole. Mais pour certains Burkinabés, un constat empirique leur permet d'affirmer que Dame Nature n'a suffisamment pas ouvert ses vannes cette année comparativement à l'année dernière. Mais qu'en est-il exactement? On en parle avec Césaire Carfo et Zoubaviel David Abiré. Les poches de sécheresse enregistrées ça et là sur le territoire national et le faible niveau d'eau dans les infrastructures hydrauliques ont fini de convaincre un certain nombre de Burkinabés que la saison pluvieuse 2017 est déficitaire comparativement aux années antérieures. Et pourtant, il n'en est rien. C'est du moins l'avis des services météorologiques dont les derniers rapports indiquent une bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire, même si leur répartition dans le temps et dans l'espace défie les prévisions. Nous parlons en termes de cumul pluviométrique. Et les 4 qui sont là illustrent que cette situation, en tout cas la prévision qui a été faite, est respectée. Mais en termes de répartition, il faut vraiment signaler qu'il y a eu des difficultés. Pour les spécialistes de la météo, cette mauvaise répartition n'entame en rien le caractère normal de la saison pluvieuse au Burkina Faso. Du reste, ces perturbations observées sont à l'actif des changements climatiques, un phénomène insondable selon les services techniques. Au niveau de la répartition, il y a eu des problèmes. Vous pouvez peut-être lier ça peut-être au changement climatique où actuellement il est vraiment difficile en tout cas de faire des pronostics ou de faire des prévisions comme il se doit dans la mesure où les changements climatiques viennent un peu perturber l'ordre normal des choses. En tous les cas, la saison pluviométrique 2017 éprouve durement les agriculteurs et sape le moral de bien d'autres acteurs du monde rural. Et si l'on ne peut espérer une bonne moisson pour cette campagne humide dans certaines régions du Burkina Faso, tout porte à croire que la campagne sèche sera tout aussi difficile. Le niveau d'eau dans les infrastructures hydrauliques étant critique. On va certainement assister à un mauvais remplissage des ouvrages et cela en tout cas peut un peu affecter les productions, par exemple hors saison hivernale où les gens ont l'habitude de faire des spéculations, disons la contre-saison, et également pour peut-être même l'exploitation au niveau de l'hydroélectricité. Il peut y avoir également des problèmes du fait que les barrages ne sont pas pleins comme il se doit. La saison pluvieuse 2017 est prévue pour durer jusqu'à la mi-octobre et selon Ernest Ouedraogo, quelques pluies sont encore attendues au Burkina Faso. Autre actualité dans ce journal, la boucle du Mohoun, l'une des plus grandes régions du pays, connaît un développement en deçà des attentes des populations de la région. C'est le constat des jeunes de la région qui se sont réunis ce samedi pour mettre en place un cadre fédérateur dans le but d'accélérer le développement dans la région. Comment compte-t-il s'y prendre? La réponse avec Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. Région à très forte potentialité agricole et nantie de bien d'autres atouts, la boucle du Mohoun, constat de la jeunesse, connaît paradoxalement un développement en deçà de leurs attentes. Une situation qui interpelle toutes les forces vives et particulièrement les jeunes. Afin de jouer pleinement leur partition, ils ont décidé de fédérer les énergies. Interpeller les autorités et nous-mêmes, à travers peut-être des partenariats, et personnellement aussi voir tout ce que nous pouvons faire. Pourquoi pas ça de se retrouver par exemple pour arranger une route, se retrouver pour faire des reboisements,
tout ce que nous pouvons faire et demander aussi l'appui des uns et des autres, c'est ce que nous comptons faire pour vraiment un réel développement de notre région. C'est devant un représentant du Premier ministre et de fortes délégations venues de toute la région que la structure a été portée sur les fonds baptismaux ce samedi à Ouagadougou. Son Excellence, M. Paul Kabatieba, Premier ministre, a transmis un message d'appel à l'unité de l'ensemble des fils. A transmis un message d'appel à un sursaut pour nous libérer de tout ce qui nous a divisés dans le passé. A transmis également le message de rassemblement pour que nous unissons nos forces. La main sur le cœur, les jeunes se sont engagés à être le fer de lance aux côtés des aînés pour impulser le développement de la région et partant de tout le Burkina. Ils auront pour credo l'union sacrée autour de l'essentiel. Les Balé, les Banwa, la Kossi, le Moun, le Nayala et le Sourou, ce sont là les 6 provinces qui constituent la boucle du monde. Le Burkina Faso a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. Un engagement qui oblige le pays à fournir un rapport annuel sur les mesures prises dans le but de s'acquitter de ses obligations. Un projet de rapport vient d'être présenté ce week-end aux acteurs impliqués dans la protection des droits de ces personnes vivant avec un handicap. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Les conditions d'existence des personnes vivant avec un handicap au menu de cet atelier initié par le ministère en charge de l'action sociale. La rencontre vise à amender le projet de rapport sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées au Burkina Faso. Le projet dresse un bilan mitigé des actions entreprises pour la protection des personnes vivant avec un handicap. Le dispositif institutionnel est en place. Nous avons la convention à laquelle nous avons adhéré. Nous avons donc cette convention qui a été ratifiée. Une loi a été prise pour promouvoir et protéger les droits. Des décrets d'application ont été pris. Donc à ce stade, il y a des choses qui ont été faites, mais cela n'est pas suffisant. Il reste encore beaucoup de choses à faire. S'il est amendé, le rapport devrait permettre de dégager des perspectives pour une meilleure protection des droits des personnes vivant avec un handicap. Le Burkina Faso a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées le 23 juillet 2009. Je vous le disais en titre, c'est demain la rentrée officielle des classes pour les élèves au Burkina Faso. Et bonne nouvelle cette année, la journée continue de travail est suspendue dans les établissements secondaires et primaires. L'application de la journée de travail continue après un an n'a pas donné les résultats espérés. Une suspension saluée par les enseignants, mais pour le ministère de l'Éducation, on se garde de parler d'une décision définitive. Moukoun Dabiré. Bonne nouvelle. Ainsi est accueillie la suppression de la journée continue dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Plus d'une année après sa mise en œuvre, la mesure était au cœur d'une polémique entre les acteurs du système éducatif. À la journée continue, les enseignants reprochent le manque de mesures d'accompagnement, insuffisance de cantines scolaires, conditions climatiques défavorables. C'était donc la charrue avant le bœuf. Les enfants restaient à midi pour avoir à manger, c'était un problème. Les parents viennent souvent donner à manger à leurs enfants et puis repartent au bureau. Donc, en classe, quand on rentre à 14 h, les enfants même somnolents, sont fatigués. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. C'est à 14 h 30 les élèves du CM2 se retrouvent pour réviser les leçons, même dans les autres classes. Ils se retrouvent à 14 h 30 pour réviser les leçons. Mais dès qu'ils sortent à midi, le temps de chercher à manger, il est 14 h. Ils rentrent en classe fatigués. Donc, c'était très difficile. La journée continue, c'était aussi un bouleversement des programmes d'enseignement et des habitudes, tant au niveau des encadreurs que des apprenants. Et la mesure gouvernementale visant à retourner à l'ancienne formule n'est que soulagement pour les acteurs. Nous avions compris qu'il n'y a pas eu un travail en amont, c'est-à-dire d'abord il faut sensibiliser avant d'aller. Parce qu'au niveau même de l'éducation, ça pose problème par rapport au programme. Il fallait d'abord voir les contenus, voir les progressions et maintenant parler de journée continue. Parce qu'il y a des heures qu'il faut qu'on enlève dans la journée et que l'agent doit aller se reposer. La progression aussi, on biffe quelque chose aussi à ce niveau. Donc, vers la fin de l'année,
avec les grèves répétées des enfants, ça pose problème. Si les enseignants saluent la suppression de la journée continue, du côté des parents d'élèves, la mesure suscite quelques inquiétudes. Comment concilier désormais temps de travail des parents et celui des enfants quand on sait que désormais tous n'auront plus les mêmes heures? Difficile équation, mais quand il s'agit de l'avenir des enfants, tous font front commun. Si c'est pour le bien des enfants, c'est pas grave. Oui, mais il faut toujours s'adapter, hein. Ça a toujours été comme ça avant. Au ministère de tutelle, l'on est bien conscient des difficultés et des inquiétudes soulevées par les acteurs de l'éducation. Mais le ministre Jean-Martin Coulibaly préfère plutôt parler de suspension en entendant un examen plus approfondi de la question. Pour le moment, c'est une suspension, comme je l'ai dit, parce que personnellement, quand je prends l'exemple d'autres pays, quand je prends même l'exemple de notre pays, nous avons des écoles privées qui fonctionnent sur le régime de la journée continue, qui font d'excellents résultats. Et donc, ça doit nous questionner par rapport à ceux qui disent que ça ne marche pas, parce que les rythmes scolaires sont bafoués, parce que le temps d'organisation scolaire est perturbé. Je trouve que c'est un argument qui est un peu court, puisqu'il y a d'autres structures qui le font et où ça marche. Et donc, il nous faut regarder dans le fond quels sont les avantages et quels sont les réels désavantages à instituer une journée continue au niveau du scolaire. Et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en place. C'est vraiment sur cette question où je suis en phase avec ceux qui trouvent qu'il faut des aménagements. Je crois que c'est là-dessus qu'il nous faut aussi approfondir la réflexion. Pour le ministre, la suspension de la journée continue répond au besoin d'aborder l'année scolaire avec plus de sérénité. L'homme demeure cependant convaincu que la journée continue peut porter de meilleurs résultats dans le système éducatif pourvu que les conditions soient réunies. C'est fini pour la semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest et avant la clôture ce samedi, exposants et miniers se sont retrouvés à Sapsé, à la mine d'or exploitée par Bissa Gold. C'était pour une excursion que nous relatent ici Mariam Dao et Konsoum Koulibaly. Qui est derrière À l'aide de Jumelles, Laetitia Bregui veut mieux voir et tout comprendre dans le fonctionnement de la mine de Bissa Gold. Cette visite guidée est une opportunité pour cet ingénieur des mines venu de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Samao 2017 et aussi pour les autres participants de toucher du doigt le fonctionnement de cette mine d'or du Burkina Faso. De la fosse minière à l'usine de traitement du minerai, en passant par le broyage et le concassage, les visiteurs du jour ont eu droit aux explications des experts du domaine. C'est une très grande mine et je pense que tous les moyens sont réunis pour offrir la sécurité au personnel, pour que tout le monde travaille dans de bonnes conditions. Et c'est une belle expérience pour moi d'entrer dans une mine à nouveau parce que j'ai été par le passé dans une mine et revenir ici encore et voir un peu toutes ces installations au Burkina Faso, c'est une expérience nouvelle pour moi. Lors des cours, on nous présente comment ça fonctionne. Aujourd'hui, grâce à Samao, ça nous a permis de connaître comment fonctionnent les mines. Voilà, les différentes chaînes minières, comment récupérer l'or. Cette tournée qui se tient dans le cadre de la Samao 2017 est bien accueillie par les responsables de Bissa Gold. C'est un honneur pour Bissa Gold de les recevoir et de partager notre savoir-faire, notre expérience. En tout cas, je constate qu'il y a beaucoup d'engouement et d'intéressement par rapport à ce qui se passe. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc déjà, c'est un bon signe qu'en tout cas que la relève en tout cas est garantie. Le nouveau village de Boulina Komgo, construit dans le cadre de la réalisation de la mine de Bouli, a également reçu la visite de la délégation. Les produits forestiers non ligneux apportent beaucoup dans l'économie du Burkina, mais un apport qui n'est pas exactement connu. Et le ministère en charge de l'environnement souhaite disposer d'un répertoire exhaustif. D'où cette rencontre de Ouagadougou pour la validation du système de contrôle. Mariam Dao. Les produits forestiers non ligneux contribuent à plus de 23% aux revenus des ménages ruraux. Si l'importance de ces produits n'est plus à démontrer, pour le ministère de l'Environnement, il faut une base de données statistiques fiables en vue de valoriser davantage ce secteur. Et cette rencontre vise à valider les dispositifs mis en place. Cet exercice aujourd'hui est rendu nécessaire par le fait que les produits forestiers non ligneux, comme vous le savez,
joue un rôle très important aujourd'hui, aussi bien en matière d'alimentation, d'équilibre nutritionnel des populations, dont plus de 40% des populations en dépendent. Pour ces 2 jours de travaux, plusieurs maillons de la chaîne vont apporter des amendements pour enrichir le document final. Un document très attendu par le ministère de l'Environnement. Les données qui seront collectées vont pouvoir nous permettre chaque année de pouvoir donner la quantité de produits forestiers non ligneux produits. Parce que ça, ce n'est pas un acquis aujourd'hui. Également, ça va pouvoir nous dire chaque année, voici la quantité de produits transformés et voici la quantité de produits commercialisés. Et ce sont des données qui sont extrêmement importantes lorsque vous voulez promouvoir ces types de produits-là. C'est tous les produits de l'arbre en dehors du bois. Selon le secrétaire général du ministère, la valeur ajoutée totale des produits forestiers non ligneux est évaluée à plus de 271 milliards de francs CFA, soit 3,85% du produit intérieur brut. Ces chiffres devraient connaître une augmentation avec le dispositif qui sera validé à l'issue de cette rencontre. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou rend hommage à ses partenaires. Au cours d'une nuit dédiée à ses soutiens, des récompenses ont été distribuées pour la promotion du tourisme. Bouma Ernest Nibier. Par cette remise d'attestation, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme exprime sa reconnaissance aux différents partenaires qui ont contribué à la réussite de la 12e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. C'est des soutiens et des efforts multiformes qui ont été déployés. Il était de bon ton, selon nos valeurs nationales, de pouvoir dire merci à ces partenaires-là. Une nuit de partenaires qui a donc permis de récompenser au total 8 structures nationales et internationales. Nous avons un site sur le tourisme depuis la création du site, avec notamment l'actualité du secteur touristique, la présentation des sites touristiques, des hôtels et restaurants. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ces actions qui est ici récompensé avec cette reconnaissance. Des sentiments de joie et de réels motifs de satisfaction pour le travail accompli par l'ensemble du personnel de la RTB. Des initiatives en matière de valorisation du tourisme ont également été présentées au cours de cette soirée. Des initiatives parmi lesquelles le programme Connectu Mon Beau Pays. Un programme qui s'étend sur 3 mois et qui a pour objectif de faire connaître les sites touristiques du Burkina. Alors que le CITO se referme à Ouagadougou, nous vous proposons une balade sur certains sites touristiques de la région du centre-ouest. Des ruines du palais de l'Allée et le musée des Rahimi de Koudougou, notre reporter nous fait découvrir ou redécouvrir des merveilles de notre patrimoine. Oscar Soulama, Vincent Tiendrebeo. Ruines du palais du canton de l'Allée, un des sites touristiques de la ville de Koudougou. C'est un bâtiment centenaire, construit à niveau, un duplex donc entièrement réalisé en banco. Il comportait plusieurs compartiments. Ici, la chambre d'hôte qui, dit-on, aurait accueilli certaines figures historiques nationales et étrangères. Nous sommes au niveau du quartier des autres des personnalités de marque qui venaient rendre visite au Lalé Naba. Et ici, nous avons les chambres en face de nous. Et dans ces chambres-là, on logait ici l'ancien président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu aussi des personnalités comme Feu Daniel Koulibaly, Feu Philippe Zenda Kaboré, Maurice Yameogo, l'ancien président du Burkina, le premier président du Burkina Faso, Henri Dissou. En fait, le chef jouait aussi un rôle politique et de rassemblement dans la région. Aujourd'hui, ce ne sont que des ruines, mais des ruines très précieuses aux yeux des notables qui veillent sur les lieux. Étudiants, universitaires, bref, des touristes visitent régulièrement le site. Un habitat traditionnel dans un paysage rural. Nous sommes à Réau dans le Sanguier. Abbé Modera Kinda nous dit Ndagel. Bienvenue donc au musée ethnographique Nouni. Les Léla, quand ils construisent, comme c'est un peuple sédentaire, donc ils construisent un habitat définitif. Ce n'est pas pour transhumer, pour aller plus loin, donc quelque chose de définitif. Donc ils développent tout leur génie
pour construire. Et quand ils construisent, comme je l'ai expliqué, ils construisent en tenant compte aussi de la vie sociale. Et à partir d'une case, on peut se retrouver avec tout un ensemble de cases reliées par une concession pour faire la grande famille. Aussi pressé soit-il, quelques minutes sur une troupe de danse traditionnelle, ce n'est pas du temps perdu pour le touriste qui tombe sur le binon. De Réau à Ouagadougou, il y a 1001 chemins, mais comme tout le monde passe par Koudougou, nous voilà encore dans la cité du Cavalier Rouge, au musée Rahimi de Yissouka. Là, on dit Newango, bienvenue dans un musée où les constructions, les monuments, les objets et le guide éclairé des lieux vous renseignent beaucoup sur la culture et l'histoire de cette partie du Burkina. Et puis pour refermer ce journal, à l'étranger, en Espagne, la police a été sans pitié pour les Catalans qui votaient ce dimanche pour leur indépendance. Au moins 92 personnes ont été blessées dans de heures quand la police a voulu empêcher le déroulement d'un référendum sur l'indépendance en Catalogne, ont annoncé les services de santé de la région. Mais une violence qui n'a pas pu empêcher le vote. Regardez. Un vote sous tension ce dimanche en Espagne. La Catalogne se prononce sur son indépendance par voie de référendum, un scrutin jugé illégal par les autorités espagnoles. En début de journée, vers 5 heures, les électeurs ont commencé à se diriger massivement vers les bureaux de vote, le plus souvent des écoles, où se sont installées des familles, parfois depuis 2 jours, pour tenter d'éviter des expulsions. Mais tôt ce matin, les fourgons de police ont commencé à converger vers les lieux. Le gouvernement central a envoyé des renforts dans le port de Barcelone et placé sous commandement du ministère de l'Intérieur les forces de l'ordre catalanes cette semaine. Jusqu'au bout, l'organisation de cette consultation populaire aura pris l'allure d'un bras de fer entre Barcelone et Madrid. Les maires de 700 communes ont donné leur accord pour que se tienne ce référendum, malgré les menaces de poursuites judiciaires et les interpellations d'organisateurs. Plus de 2300 centres auraient été mis à disposition, avance l'exécutif catalan. La veille, les opposants à l'indépendance se sont aussi mobilisés pour faire entendre leur voix à Barcelone comme à Madrid. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.